plafond de verre se situe dans un rapport de soi à soi et des autorisations qu'on se donne de réussir ou de ne pas réussir. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de son incapacité à réussir. Parce que tout ça va chercher évidemment dans notre éducation et dans tout ce qui a construit ce rapport de soi à soi. Donc il y a des tas de complexes que les femmes ressentent, mais pas que les femmes, qui vont, malgré elles, et souvent inconsciemment, leur interdire de passer à l'étape de l'audace, de prendre leur élan pour la réussite. On peut citer par exemple le complexe de Cendrillon. Le complexe de Cendrillon, c'est un concept qui a été mis en place par Colette Dolling au début des années 80. Colette Dolling a été psychanalyste. On sortait de la révolution des mœurs, de la révolution sexuelle des années 70 et elle recevait des tas de femmes dans son cabinet qui avaient absolument tout pour réussir. Elles avaient fait des études, elles étaient bien dans leur basket, elles étaient épanouies, elles avaient une vie sexuelle libérée, elles se sentaient un droit à la vie personnelle. En revanche, elles ne se sentaient pas autorisées à réussir. Et ne se sentant pas autorisées à réussir, d'une part, elles acceptaient des situations professionnelles insatisfaisantes, et elles pouvaient les accepter durablement, un petit peu comme Cendrillon, où les personnages féminins de contes de fées acceptent d'être maltraités et d'être sous-employés par une belle-mère acariâtre et vilaine pendant que leur père est très très loin. Et puis surtout, ces femmes, elles attendaient. Elles attendaient quelque chose. Mais quoi? Que le prince charmant vienne. Un jour, mon prince viendra. Alors dans le monde professionnel, c'était pas forcément le prince charmant qu'elles attendaient, mais en tout cas, quelqu'un qui allait découvrir la belle endormie en elle et la révéler, et lui offrir le destin qui était le leur, leur destin de rêve. Alors en fait, connaître ce genre de concept, un petit peu caricatural, puisque faisant appel au conte moral qu'est le conte de fées, mais qui est lui-même d'ailleurs une caricature, ça a son intérêt parce que ça permet de commencer à se dépolluer de tas de choses qui sont inscrites en nous, qu'on le veuille ou non. Ces contes de fées, c'est des contes ancestraux, on sait qu'ils ont été écrits et réécrits à différentes époques de l'histoire, et ça fait partie de nos mentalités. On peut d'ailleurs continuer tout à fait à les aimer, à aimer ces belles histoires, elles ont quelque chose de magique, mais il est intéressant, comme avec toute forme de stéréotype qui vient influer sur notre vision de nous-mêmes dans le monde, de pouvoir s'en défaire, prendre de la distance et puis prendre conscience. C'est-à-dire que par exemple, très concrètement, moi je pense que quand on se dit j'ai envie d'une promotion, mais c'est pas le moment, l'an prochain peut-être, je vais peut-être attendre qu'on pense à moi avant de la demander. Il y a peut-être des gens plus compétents que moi qui peuvent y aller avant que moi je fasse la demande. Bah, se dire tiens, je suis peut-être en train de jouer la Cendrillon, c'est peut-être une manière finalement de prendre son élan et d'y aller. Il y a ensuite un deuxième niveau du plafond de verre qui est la perception de soi dans le collectif et par le collectif. Là, on peut citer un concept qui est assez amusant en apparence, même s'il décrit une réalité plutôt douloureuse, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Ça, c'est un concept qu'on doit à Kata Polite, qui est une essayiste américaine, qui, dans les années 90, s'est rendu compte que les femmes en situation de très haute responsabilité se retrouvaient exactement comme la Schtroumpfette dans le village des Schtroumpfs, c'est-à-dire seules au milieu d'hommes, seules dans un monde 100% masculin. C'est intéressant de retracer l'histoire de la Schtroumpfette pour enrichir cette idée-là et voir les effets que ça a dans la réalité. Il faut savoir que la Schtroumpfette, elle a été créée par Gargamel dans le but tout à fait déterminé d'aller semer le bazar chez les Schtroumpfs. Une femme, c'est toujours utile pour aller semer le bazar quelque part. Alors, Gargamel, voilà la recette qu'il fait de la Schtroumpfette.
Il faut, pour faire une schtroumpfette, un brin de coquetterie, une solide couche de parti pris, 3 larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de rouerie, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge, cousu de fil blanc, bien sûr, un boisseau de gourmandise, un carteron de mauvaise foi, un dé d'inconscience, un trait d'orgueil, une pointe d'envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d'esprit volatile et beaucoup d'obstination, une chandelle brûlée par les deux bouts. Avec ça, si vous n'arrivez pas à foutre le bazar, c'est que vraiment, vous n'êtes pas doué. En fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour 2 raisons. La première, c'est que il a aussi eu la bêtise de la faire moche, la schtroumpfette, Gargamel. Résultat, quand elle est arrivée chez le grand schtroumpf, le premier truc qu'il fait, il dit ah, c'est pas possible, cette brune hirsute, j'en veux pas. Moi, je veux une belle blonde, je veux une vraie femme. Donc, il veut une vraie femme. Et puis surtout, le problème, c'est que Gargamel, il n'en a envoyé qu'une seule. Et qu'une femme dans un monde d'hommes, ça ne dérange pas grand monde. Et pourquoi ça ne dérange pas grand monde? Parce que quand vous êtes nombreux dans votre catégorie, vous pouvez exprimer votre différence. Et ça se voit bien dans le village des Schtroumpfs. On a un Schtroumpf bricoleur, un Schtroumpf pompier, un Schtroumpf docteur, un Schtroumpf reporter. Et puis la Schtroumpfette, qui n'incarne que son sexe, qui n'incarne que le féminin. Qu'est-ce que ça signifie dans le monde du travail? Dans le monde du travail, ça signifie que, en fait, quand on ne met qu'une seule femme à des postes de direction, à des postes de responsabilité, elle ne va pas pouvoir exprimer ce qu'elle est. Elle va d'abord devoir incarner et représenter la féminité et être prise au piège de ça, ou bien, effectivement, devoir devenir la fameuse laidronne, tout à fait détestable, déplaisante et masculinisée, dont le grand Schtroumpf ne voulait pas. Résultat, moi j'ai quand même tendance à penser qu'il nous faut des Gargamel bienveillants, pour le changement. On sait, excusez-moi de la trivialité du terme, mais il n'y a que les emmerdeurs qui font changer le monde, que les Gargamel bienveillants ont intérêt à envoyer plusieurs schtroumpfettes différentes dans les milieux qui sont peut-être un peu trop sclérosés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a crevé le plafond de verre et qu'on exerce d'importantes responsabilités? Eh bien, on peut rencontrer un autre écueil. Et cette fois, après avoir parlé de Cendrillon, des Schtroumpfettes, on va aller du côté de Maya l'abeille pour parler du syndrome de la reine des abeilles. Et le syndrome de la reine des abeilles, c'est l'idée qu'une femme qui exerce d'importantes responsabilités serait pire qu'un homme, et tout particulièrement terriblement vacharde avec les autres femmes. D'où ça nous vient? On serait tenté de dire que ça nous vient de l'observation de la réalité. Et ce ne serait pas complètement faux, parce que dans un contexte qu'on va appeler alpha-mâle, alors quand on parle de contexte alpha-mâle, il faut tout simplement dire dans un contexte où les règles du jeu ont été faites par les hommes pour les hommes, avec une culture masculine. On a effectivement souvent des warriors qui arrivent à faire leur place, et il n'est pas très étonnant que même elles se soient masculinisées, voire surmasculinisées dans leur façon de faire et notamment d'exercer l'autorité au cours de leur progression de carrière, ce qui leur a permis justement de percer le plafond de verre. Donc il y a une part de réalité là-dedans. On peut donc admettre qu'il y a une part de réalité, mais il y a aussi une part de fantasme. Et cette part de fantasme, elle a son importance et elle a de l'impact et pour les femmes concernées et pour les autres femmes. C'est pour ça qu'on va parler de syndrome de la reine des abeilles. Alors, le syndrome de la reine des abeilles, il a été mis en évidence en 1973 par des chercheurs de l'Université du Michigan qui ont lancé une étude sur les perceptions des femmes exerçant des responsabilités. Et notamment, elles ont posé la question à d'autres femmes, avez-vous envie d'avoir une femme pour chef? Qu'ont répondu les femmes en 1973? Non, merci. Et il faut remettre, je rappelle que c'est en 1973 parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre que ça
ça a tout simplement quelque chose de curieux et qu'on a encore moins de rôle modèle féminin positif qu'aujourd'hui à l'époque, et que donc le peu de femmes que l'on voit à des responsabilités ne font pas envie. Et le problème du syndrome de la reine des abeilles, c'est bien celui-là pour les autres femmes, c'est qu'on a un contre-modèle. On a des contre-modèles qui vont véritablement restreindre l'audace de femmes qui auraient envie de se projeter dans une ambition élevée, mais se disent non, je n'y sacrifierai pas ma personnalité, ma bonne camaraderie, mon empathie, ma gentillesse, enfin des tas de choses qui sont flatteuses, et c'est normal que ce soit flatteur pour soi. Donc la reine des abeilles, finalement, ça fait de bien à personne. Personne n'est heureux en présence d'une reine des abeilles. La reine des abeilles non plus. Donc il faut en sortir. Comment on en sort? Je crois qu'on en sort à la fois en ayant plusieurs types de rôles modèles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on n'ait pas des femmes très autoritaires, éventuellement un petit peu agressives. Moi, j'ai jamais pensé que l'égalité était là pour prouver que les femmes étaient meilleures. L'égalité est là pour prouver un principe de justice et le rendre effectif. Mais il faut effectivement qu'il y ait, je dirais, à côté d'elle, d'autres modèles. Et ça vaut aussi pour les hommes. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est finalement de changer les règles du jeu et les règles de la légitimité. Pour ça, des tas d'outils sont disponibles. Il faut des challengers. Il faut des challengers. Les réseaux de femmes, par exemple, ou les réseaux mixité, jouent très bien ce rôle qui consiste à aller interroger la direction sur les façons dont on promeut, dont on valorise, dont on récompense dans l'entreprise, tout simplement.